Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace Diasporama, une série de rencontres que vous propose le Soir d'Algérie. Assez régulièrement, nous partons à la rencontre des Algériens du monde à travers leurs fonctions, leurs passions, quelle que soit leur situation à travers la planète. Nous voyageons ainsi avec vous tous et nous revisitons l'Algérie à travers vous. Comme aujourd'hui avec la chef d'orchestre Zahia Ziwani. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pu nous caler dans votre agenda extraordinaire parce que je sais que vous donnez beaucoup de représentations malgré la situation en ce moment. Vous enseignez, vous dirigez l'orchestre Divertimento. Nous allons faire plus ample connaissance avec vous, mais nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelques années à Alger où vous étiez invité à diriger l'orchestre national symphonique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais, ça date un petit peu maintenant puisque les derniers concerts que j'ai faits avec l'Orchestre national d'Algérie, c'était en 2013. Mais voilà, ça reste pour moi aussi voilà, une très belle expérience et aussi beaucoup de projets que j'avais aussi développés, permettant aussi de faire le lien entre la France et l'Algérie. Donc, voilà, beaucoup de musiciens algériens que j'ai accueillis dans des productions ici en France et musiciens français qui sont partis là-bas. Donc, voilà, ça reste pour moi une belle période, des beaux moments Oui, et que j'espère oui. pouvoir réitérer à l'avenir. On l'espère en tout cas. On y reviendra tout à l'heure et notamment avec votre expérience avec la cantatrice Amel Brahim Djelloul. Vous avez repris magnifiquement Idir en symphonique. C'est formidable. Alors, avant toute chose, donc je rappelle que vous êtes chef d'orchestre, chef avec deux FE, bien sûr, j'imagine, Oui. vous y tenez. Oui, j'y tiens en effet parce que c'est une façon aussi de pouvoir montrer que c'est un métier qui peut évidemment s'exercer au féminin. Après, c'est vrai que le jour où on réfléchira uniquement à la dimension orthographique des mots, c'est-à-dire qu'on aura tout réglé, mais bon, en tout cas, oui, j'y tiens parce que c'est important de montrer que, voilà, que c'est un métier qui peut s'exercer au féminin et parce que pendant très longtemps, voilà, c'est un univers qui reste encore aujourd'hui très masculin où les orchestres pendant très longtemps n'étaient constitués que d'hommes. Donc, c'est vrai que même à la tête des orchestres, c'était difficile et encore aujourd'hui, c'est très difficile de voir des femmes, en effet, exercer ce métier. Donc, je suis très fière et honorée de pouvoir le faire. Et pourtant, on vous a dit, petite, que chef d'orchestre n'était pas un métier pour une femme. Oui, en effet, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit que c'était mieux de me concentrer sur mes études de musique, et qu'en effet, c'était un métier qui n'était pas fait pour les femmes. Alors voilà, pour en revenir un petit peu à ce que j'évoquais précédemment, c'est vrai que il y avait ces histoires, ces traditions qui faisaient que pendant très longtemps, on ne voyait pas de femmes dans les orchestres, donc encore moins à cette place-là qui incarne le plus l'autorité. Et donc, bon, voilà, moi, je me suis dit qu'il fallait justement combattre un petit peu ces résistances. Et voilà, et moi, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir aussi m'inspirer de ma mère, de ma grand-mère, qui ont été des femmes voilà, très fortes. En Algérie, en France, et donc ça m'a inspiré pour justement me lancer dans cette voie-là et combattre aussi ces inégalités. Alors, Zahia Ziwani, vous êtes donc franco-algérienne, donc enfant de parents émigrés algériens. Est-ce que ce sont eux qui vous ont donné, qui vous ont transmis le goût de la musique? Est-ce que vous êtes né dans une famille de musiciens ou une famille de mélomanes, par exemple? Comment vous est venu ce goût vers la musique, cette passion vers la musique classique? Oui, en effet. Alors moi, j'ai eu la chance, en effet, de grandir dans cette famille où mes parents étaient très curieux, très mélomanes. Alors pas du tout musiciens, mais en effet très mélomanes. Je sais que ma mère, elle était passionnée de cinéma, de théâtre, de danse. Mon père beaucoup la musique, l'histoire aussi. Et donc voilà, on a grandi en écoutant de la musique, en allant voilà visiter des musées. Donc ça a toujours été la culture, elle a toujours été au centre de notre univers, de notre éducation. Et donc voilà, donc c'est vrai que du coup la musique, on en a beaucoup écouté, toutes sortes de musique à la maison, et le fait de grandir avec, à un moment donné, je me suis dit tiens, pourquoi pas la pratiquer. J'ai eu envie de jouer de la musique et voilà. Et après c'est une passion qui m'a jamais quittée jusqu'à présent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une sœur jumelle Oui, qui est Fetouma en effet, musicienne aussi, qui est voilà, violoncelliste, tout à fait. qui est violoncelliste. Alors, toutes deux, donc, même parcours, conservatoire, éducation artistique,
Études de musique? Oui, oui, bah, en effet, donc avec Fetouma, qui est ma sœur jumelle, on a grandi ensemble, voilà, et j'ai un frère aussi un peu plus jeune qui s'appelle Mehdi et qui du coup a lui aussi fait de la musique. Et en effet, on a, comme mes parents, bon, n'étaient pas musiciens, ils nous ont inscrits au conservatoire de la ville où on a grandi en France. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'au départ, le contact avec la musique s'est fait. Moi, j'ai commencé par la guitare classique et ma sœur Fitouma le violoncelle. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré cet instrument, j'ai adoré faire de la musique. J'avais simplement un petit regret, c'était de ne pas pouvoir jouer les symphonies de Mozart, de Beethoven, celles qu'on écoutait à la maison, parce que mon père était passionné par ses compositeurs, par l'opéra. Et donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire partie de cette grande aventure de l'orchestre symphonique. Et donc, j'ai décidé de pratiquer un deuxième instrument qui est l'alto. Et Oui. voilà, et pour moi, ça a été en effet un grand déclic parce que le fait de faire de l'alto, j'ai tout de suite pu intégrer un orchestre et voilà, et de découvrir cet univers de l'intérieur, ça a été pour moi magique. Et puis forcément, en étant altiste au centre de l'orchestre, on est aussi devant le chef d'orchestre et c'est là que j'ai découvert ce métier et ce métier que rapidement j'ai eu envie d'exercer, que je rêvais d'exercer. Voilà. D'ailleurs, vous êtes formé auprès de votre maestro, paraît-il, dont les posters tapissaient les murs de votre chambre. Bah oui, en effet. Alors parce que moi, étant adolescente, voilà, j'admirais beaucoup voilà, plein de grands artistes et notamment les chefs d'orchestre. Alors, j'étais passionnée de beaucoup d'univers. J'aimais beaucoup aussi le cinéma, le sport, notamment le tennis, la natation. Mais pour moi, la direction d'orchestre, enfin, l'orchestre a resté et la musique, un univers qui me passionnait beaucoup. Et donc, en effet, j'avais comme ça quelques modèles en tant que chef d'orchestre et notamment Sergiu Celibidache que j'avais découvert avec mon père en regardant des documentaires sur les chefs d'orchestre et sur l'orchestre. Et un jour, j'ai eu l'occasion de faire sa rencontre à Paris. Et voilà, il y a eu, ça a été une rencontre déterminante. Il a vu en moi quelqu'un de motivé, voilà, qui avait envie de faire de la musique, d'aller plus loin dans cette aventure de la direction d'orchestre. Mais moi, à l'époque, j'avais 16 ans et c'était encore difficile de me projeter parce que déjà, je ne voyais pas de femmes. Et parce que souvent, on me Oui. disait encore, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes, c'est pas un métier qui est fait pour les jeunes. Et voilà, et c'est lui qui m'a dit, tiens, évidemment avec mes parents qui m'ont toujours encouragé, en disant, bah, si Zaya, tu as des qualités pour ça, donc lance-toi, il faut de la persévérance. Et c'est comme ça que j'ai commencé la direction d'orchestre à ses côtés et qu'ensuite j'ai pu poursuivre ce chemin. Voilà, vous avez donc étudié bien sûr la musique au conservatoire, diplômé en analyse musicale, orchestration et musicologie de l'université Paris-Sorbonne. Donc vous avez quand même fait des études supérieures en musique et puis enseigné la musique classique, dirigé un orchestre, fondé, ce qui est très important, le célèbre orchestre Divertimento, hein, et que vous avez créé et dirigé il y a une vingtaine d'années. Alors, un orchestre, justement, qui a la particularité, bon, déjà de regrouper beaucoup de musiciens, 70 peut-être plus, regroupant des musiciens de l'Île-de-France, mais basé quand même dans une région dont on ne voit pas beaucoup de beauté à travers les médias. C'est-à-dire que je parle du département de la Seine-Saint-Denis, où on en parle beaucoup à travers des histoires de délinquance, de concentration immigrée, en fait toujours un côté négatif. Et vous venez apporter cette beauté, cette musique dans ce département. Dites-nous comment cela s'est fait et comment ça se passe encore aujourd'hui. Oui, alors en effet, bon, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'y habite encore, et c'est vrai que c'est pas forcément le territoire que l'on valorise le plus, notamment dans les médias en France ou à l'étranger. On le voit souvent du côté de ces réalités plus difficiles en termes voilà, de misère économique, de difficultés sociales, parfois d'insécurité. Oui, ces réalités-là, elles existent, mais ce n'est pas du tout les seules. Il y a énormément de dynamisme aussi, de richesse, d'innovation, de dynamisme culturel. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en effet dans un quartier populaire. Même si voilà, on a évolué dans un milieu modeste, le fait aussi d'avoir grandi sur ce département, ça m'a aussi amené à comprendre aussi mieux notre monde, à être tout de suite en lien avec la diversité sociale, culturelle. Et puis aussi, j'avais envie de montrer que ce n'était pas une fatalité de grandir sur ce département, qu'il y avait aussi des belles choses et qu'il ne fallait pas justement le stigmatiser. Et au contraire, on pouvait aussi apporter ce qu'il y avait de plus beau, même l'excellence de la musique, de la culture sur ces territoires-là. Et donc, c'est vrai que
Ça m'a énormément, mon parcours personnel, ma double culture, le fait de connaître ce territoire-là, ça m'a aussi aidé à réfléchir à quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle, quel orchestre j'avais envie aussi de créer. Et donc, j'ai créé l'Orchestre Divertimento parce que pour moi, c'était évident que d'une part, en tant que jeune chef, en tant que femme, on ne me donnerait pas les mêmes opportunités que d'autres. Et aussi parce que justement, parce que je m'appelle Zaya, parce que j'étais jeune, parce que j'avais aussi plein d'idées que j'avais envie de développer. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait créer un projet qui fasse un peu bouger les lignes, qui montre que justement cette excellence-là, elle pouvait être présente partout, qu'on pouvait aussi, avec un orchestre symphonique, faire se rencontrer des cultures dans la musique. Et c'est vraiment ces idées-là que j'avais envie de concrétiser, de développer. Et je savais que c'est pas avec les quelques invitations en tant que chef d'orchestre invité à la tête de certains orchestres que je pourrais justement faire changer les choses et surtout lancer une dynamique sur du long terme parce qu'on sait très bien que l'éducation, la culture, on a besoin aussi du temps. Et donc voilà, donc j'ai créé l'Orchestre Divertimento. Un de mes premiers choix, ça a été de l'installer en Seine-Saint-Denis pour justement dire, voilà, cet orchestre-là jouera dans les grandes salles de concert comme on le fait à la Philharmonie de Paris, au Grand Théâtre de Provence et dans d'autres salles aussi. Mais aussi, il ira voilà, à la rencontre de tout le monde, de toutes les personnes, avec voilà, des diversités sociales, culturelles, intergénérationnelles. Et aujourd'hui, c'est un orchestre qui est implanté dans plusieurs régions en France, qui joue à la fois dans des salles à dimension locale, mais aussi dans des scènes nationales, dans des scènes internationales, à l'étranger. Et pour moi, je trouve ça important de ne pas choisir à la place de ceux qui ont le droit ou pas d'écouter de la grande musique avec des grands artistes. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était un choix important de créer cet orchestre et de lui donner justement une identité assez particulière, et notamment celle d'aller à la rencontre de tous les publics, et aussi d'apporter un regard nouveau sur la musique classique, sur l'orchestre, et qui permettre aussi d'aller à la rencontre d'autres cultures ou de faire des rencontres avec d'autres disciplines artistiques. Et je trouve ça important de montrer un visage un peu plus voilà, dynamique de cette musique classique. Est-ce que parmi vos musiciens, il y en a qui viennent de milieux très difficiles, on ne va pas dire défavorisés, mais très difficiles, ou eux-mêmes qui ont un parcours très difficile aussi? En fait, moi, dans l'orchestre, j'ai aussi choisi des musiciens qui avaient alors qui sont tous très compétents, ça pour moi il n'y a pas de sujet. La musique classique, ça reste un art d'excellence. C'est comme le sport de haut niveau, faut bien maîtriser son sujet. Après, c'est vrai que le fait aussi d'avoir cette identité avec l'orchestre Divertimento, justement d'aller à la rencontre des publics. Nous, on joue beaucoup justement auprès d'enfants dans les écoles, en milieu carcéral, dans différents milieux. On part beaucoup à la rencontre des personnes dans des centres sociaux, dans des maisons de quartier, dans des centres de formation pour justement leur faire donner l'envie d'écouter de la musique, les rassurer surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas pour eux. Ils sont très sensibles, mais ils pensent que c'est pas pour eux. Donc les rassurer avec ça pour leur permettre de rencontrer la musique et leur donner envie de venir nous écouter. Et donc, forcément, moi j'ai besoin aussi d'avoir des musiciens qui soient sensibles à cette dimension humaine, à cette dimension justement de transmission, de partage. Et donc, je me suis entourée en 20 ans de beaucoup de musiciens qui avaient parfois un parcours comme le mien, qui avaient grandi dans un quartier populaire, qui venaient aussi d'origine sociale modeste, d'autres voilà, qui venaient d'autres univers, avec une parité dans l'orchestre, parce que pour moi, c'est important aussi d'être exemplaire et de pouvoir montrer aux jeunes générations que des femmes peuvent être aussi très présentes dans tous les postes de l'orchestre, et donc aussi à parité, et pas juste voir quelques femmes parmi justement un orchestre uniquement masculin, mais d'avoir cette parité-là. Et donc de fait, oui, j'ai une grande diversité des musiciens qui sont là. Parfois, on a eu tendance beaucoup, notamment dans le milieu musical européen, et en France particulièrement, de parfois différencier ceux qui sont artistes, ceux qui sont enseignants, ceux qui jouent de la musique classique, et puis ceux qui savent jouer d'autres musiques. Pardon. Et donc moi, j'ai au contraire voulu que chaque musicien apporte aussi d'autres compétences. Et donc, dans l'orchestre, on a en effet des musiciens qui sont spécialistes dans certaines musiques, par exemple d'Amérique du Nord, d'autres dans les musiques de la Méditerranée, d'autres qui ont de grandes compétences pédagogiques. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Orchestre Divertimento est capable de pouvoir aborder des projets innovants, nous permettant de jouer de la musique arabo-andalouse, du jazz, de la musique contemporaine, de pouvoir réécrire aussi des musiques que d'habitude on joue que
par tradition orale, de pouvoir aussi avoir une académie aujourd'hui où en fait c'est un vrai centre de formation où on amène des jeunes de la Seine-Saint-Denis mais de partout en France avec, voilà, avec des origines aussi culturelles très différentes, justement à accéder au plus haut niveau en musique. Et donc voilà, donc en effet, moi j'ai des musiciens qui sont très diverses de par leurs origines et qui ont aussi tous des compétences très larges et qui nous permettent aujourd'hui de porter un projet ambitieux. On vous sent boulimique au sens professionnel du terme, c'est-à-dire que quand on lit votre biographie, donc vous avez étudié, vous avez toujours enseigné, vous dirigez des orchestres, vous avez créé votre orchestre, vous avez créé également un festival de musique classique, vous avez dirigé des orchestres à l'étranger, en France. Et vous avez reçu des distinctions, de hautes distinctions présidentielles, dont la toute récente que vous a décernée le président français Emmanuel Macron, donc chevalier des arts et des lettres. Félicitations, Zeya Ziwani. Alors, what's next? J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire? Bah, écoutez, moi j'ai envie encore de réaliser plein de choses. C'est vrai que parfois j'ai plus tendance à regarder vers l'avenir que de me retourner pour voir ce qui a été accompli. Alors même si j'en suis très heureuse, très fière et que je suis aussi très fière voilà, d'avoir accompli ça aussi avec ma famille, avec mes proches, mes musiciens. C'est quelque chose d'important, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a encore besoin de s'engager pleinement. Enfin, on parlait encore là il y a quelques instants de la place des femmes, de l'égalité femmes-hommes dans le milieu, dans notre société déjà d'une part et dans le milieu de la musique. Ça, c'est un sujet sur lequel il y a encore énormément de chemin et dans lequel j'ai envie, moi, de continuer à m'investir. Il y a encore des Voilà. filles qui hésitent à faire partie Oui, d'un mais c'est orchestre, tout surtout simplement, à qu'aujourd'hui, diriger un orchestre. Il n'y a pas beaucoup de oui, femmes chefs elles d'orchestre. hésitent. Elles hésitent, mais parce que c'est légitime, tout comme moi j'hésitais quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. on voit moi, si je n'avais pas créé mon propre orchestre, je n'aurais pas eu cette possibilité de créer, de montrer aussi mes Ah non. qualités. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne laisse pas assez au niveau national ici en France, au niveau international aussi, on ne laisse pas assez de place aux femmes pour diriger des grands orchestres. Donc aujourd'hui, si on ne crée pas son propre orchestre, on ne peut pas vraiment diriger, on ne peut pas développer sa carrière. Donc, il y a encore énormément de chemin à faire, justement pour assurer les jeunes femmes, pour leur dire, bah, vous pouvez aussi y arriver, et en même temps pour faire aussi de la pédagogie et voire même être beaucoup plus engagé auprès des décideurs des institutions pour leur dire, il faut aussi laisser faire confiance aux femmes et laisser aussi la place de la direction de ces grandes institutions à des femmes. Donc, pour moi, ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup encore à faire. Évidemment, l'accès à la culture, que ce soit en France, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays. Moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai encore envie de travailler parce que la musique, c'est un univers qui est fantastique, d'avoir accès à la beauté artistique, à la beauté, aux émotions. Je trouve que tout le monde devrait pouvoir y accéder et sans forcément avoir cet objectif de devenir musicien professionnel, mais en tout cas de développer voilà, ces capacités de ressentir les choses et surtout intellectuelles et artistiques. Je trouve ça important que tous les enfants puissent y accéder. Et je sais que c'est des sujets sur lesquels moi j'ai envie de continuer à travailler en France, en Algérie et dans d'autres endroits. Et puis, il y a tellement de répertoires de la musique classique. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer à diriger le grand répertoire. Il y a encore des grandes symphonies, celles de Mahler, de Shostakovich, que j'ai pas encore eu beaucoup, les poèmes symphoniques de Richard Strauss, que j'ai pas eu encore beaucoup l'occasion de diriger et que je voudrais voilà, pouvoir investir. Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'en plus, bon, dans 2 ans, alors moi j'habite à Paris, en région parisienne, et dans 2 ans ici, on aura l'occasion d'accueillir les Jeux Olympiques. Et donc c'est vraiment voilà, un événement planétaire. Et Vous c'est allez vrai que, participer? Vous allez eh ben, participer? écoutez, en tout cas, j'y participe déjà puisque je participe à la création, enfin, à un le fonds de dotation au Paris 2024 qui permet justement d'accompagner tous les projets d'éducation par le sport et par la culture aussi. Et puis oui, en tant qu'artiste, j'ai envie d'y participer parce que voilà, c'est un moment où on va accueillir toute la planète pendant un certain temps. Et moi-même, mon projet d'orchestre, la musique telle que je la conçois, c'est justement cette rencontre entre les cultures. Donc j'ai envie de vivre cet événement-là voilà, de façon très engagée. Donc voilà, donc j'ai encore plein de beaux, de belles perspectives, plein d'objectifs, et je pense que voilà, les prochains mois, les prochaines années continueront à être bien Ça va être remplis. intense.
Très bien. Alors, j'aimerais revenir sur votre expérience en Algérie. En 2007, d'abord, où vous êtes invité à diriger l'Orchestre symphonique national. Euh, Dites-nous un petit peu ce que vous avez retenu de cette expérience où nous nous étions rencontrés d'ailleurs en 2007. Vous étiez venu à la radio vous exprimer. Et comment les musiciens vous ont perçu cette femme qui vient les mener à la baguette? Comment ça s'est passé? Dans ce qui est positif Écoutez, et négatif, hein. oui, bien sûr, non, non, mais écoutez, ça c'est, enfin, je vais en parler plutôt positivement parce que ça s'était passé très bien. Après, la rencontre entre un chef d'orchestre et un orchestre, même si je m'appelle Zaya et que je suis d'origine algérienne, elle s'est passée, j'ai envie de vous dire, telle qu'elle doit se passer même dans d'autres pays, dans d'autres orchestres que j'ai eu l'occasion de diriger en France. Et votre sentiment à vous, Oui, bien en sûr. venant en En Algérie, en fait, dirigeant un orchestre algérien? oui, bien sûr, tous les orchestres ont envie d'avoir un bon chef d'orchestre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà l'opportunité de diriger dans beaucoup de pays dans le monde. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette invitation d'aller diriger en Algérie, bah oui, ça m'a tenu énormément à cœur. J'étais très honorée, très fière, très heureuse parce que voilà, de diriger dans le pays de mes origines, c'était pour moi quelque chose de très important. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, bah, c'était un orchestre qui était constitué que d'hommes. Et donc, bon, ça m'a un petit peu Oui, il surpris n'y avait parce que j'avais. même pas une musicienne, Non, même non, il y pas en a eu une. par la suite, hein, Ah, il y en a mais eu pas quand cette même. première Ouais, fois, voilà. Et ouais. voilà, et donc c'est vrai que, bon, moi j'ai dirigé, voilà, avec de la même façon que je faisais d'habitude, avec beaucoup de, à la fois de confiance, de bienveillance, mais en même temps de rigueur et d'exigence, parce que moi c'est vraiment un sujet sur lequel, en musique, on ne peut pas faire de concessions. Et donc voilà, donc ça a été une première expérience qui a été très, très riche, très intéressante. Et surtout, ce qui m'a en fait, c'est une expérience qui m'a aussi beaucoup aidé à réfléchir à la ligne artistique que je développe aujourd'hui, parce que Mhm. j'avais été diriger voilà, un concerto d'Haydn, une symphonie, et puis voilà, on m'avait proposé, on m'avait dit, tiens, le directeur de l'orchestre m'avait dit, nous, à tous les concerts, on joue une musique algérienne, donc est-ce que vous pourriez, voilà, il m'a tendu une partition, est-ce que vous pourriez préparer cette œuvre pour qu'on Mhm. puisse la jouer? Et donc, moi, j'étais pas prévenue, donc j'étais un petit peu surprise. Je l'ai étudié, je l'ai dirigé. Alors, c'est vrai que pour moi, c'était la première fois que je dirigeais de la musique algérienne. Et au départ, je me suis dit, tiens, c'est un peu déroutant de passer d'une musique de Beethoven, Haydn, ensuite à une musique algérienne avec des instruments traditionnels, la derbouka. Et en même temps, j'ai trouvé ça très bien de voir que l'orchestre, les musiciens, le public passaient de cette culture à une autre sans aucun problème, sans se poser de questions. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça, en fait, d'être dans le vrai, c'est-à-dire que la La musique, c'est un lieu de fusion. rencontre. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Et donc, c'est comme ça que ça m'a amené à réfléchir. Alors, moi, je voulais pas simplement juste superposer des styles de musique, mais aujourd'hui, tous les projets que je porte où on va voir en effet des chants kabyles, la musique classique arabo-andalouse, des musiques de la Méditerranée, c'est toujours pour faire ce lien aussi avec les grands compositeurs de la musique symphonique, comme Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, Georges Bizet ou plein d'autres compositeurs qui justement se sont inspirés des musiques de la Méditerranée, des cultures Oui. provençales, de l'Espagne, de Mhm. l'Algérie. Et je trouve qu'on ne le montre pas assez de voir que justement la musique classique européenne, elle ne s'est pas juste cantonnée aux pays européens, mais que voilà, les compositeurs ont voyagé, se sont inspirés d'autres cultures. Et ces cultures-là, elles ont aussi permis de construire aussi aujourd'hui le patrimoine musical français, européen. Et je trouve que c'est important peut-être de le faire découvrir, de le rappeler. Et donc, c'est vrai que voilà, cette expérience en Algérie, elle m'a été aussi très instructive. Oui, c'est ce qu'a fait un petit peu, pour reprendre ce que vous dites, euh, d'exporter la musique classique avec les notes méditerranéennes et algériennes. C'est ce qu'a fait Guerbouchen, en fait. Mohamed Guerbouchen, qui Oui, gagnerait peut-être à être un peu plus connu, et un peu plus interprété et joué par les orchestres. Je ne sais si vous l'avez, si vous l'avez, si vous avez interprété ces musiques, si bah, c'est une j'en musique avais à laquelle joué vous une êtes en effet sensible. en étant en Il a Algérie. intégré justement ces Ouais. sonorités algériennes. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, pour rester avec l'expérience algérienne, vous en avez une autre avec la cantatrice Emel Brahim Djelloul, magnifique collaboration où vous avez adapté deux titres de Idir, Aya el et puis le deuxième, À mes dièses. Ahmed Diaz. Magnifique chanson du regretté Idir qui nous a quittés
si tôt. Alors, comment est venue l'histoire de cette collaboration et comment s'est porté le choix sur ces deux chansons particulièrement? Bah, en fait, c'était un petit peu dans la continuité de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, j'avais envie de montrer justement que la musique, elle avait pas de frontières et que justement, il y avait des rencontres qui s'étaient faites. Et pour moi, c'est important de montrer que c'est pas juste de dire, bah, tiens, on va jouer de la musique classique avec des tonalités andalouses ou arabes. Pas du tout, en fait, c'est vraiment de montrer comment ces rencontres se sont créées. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi à ça et j'ai eu l'occasion d'être invitée en 2012 pour faire l'ouverture de la saison de la Cité de la musique à Paris, donc qui est un grand événement en Europe et en France sur voilà musicale. Et c'était l'année en 2012, on commémorait les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Donc pour moi, c'était important de montrer justement euh, la culture algérienne en musique, mais aussi, et comme voilà, moi c'est un peu ce que je suis aussi, cette rencontre entre la France et l'Algérie, de montrer aussi cette rencontre entre ces deux cultures en musique. Et donc, j'avais créé voilà, tout un parcours en commençant par les œuvres de Camille Saint-Saëns et notamment celles qu'il avait composées en Algérie, celles où il s'était aussi inspiré de la culture algérienne en musique. Donc voilà, avec notamment, bon, évidemment, la suite algérienne, mais aussi des extraits de l'opéra Samson et Dalila. Et puis j'avais justement voulu montrer ces musiques d'Algérie que lui-même Saint-Saëns avait entendues et celles qui caractérisent aussi ce beau pays et qu'on les montre, de montrer qu'en fait on priorise pas, il n'y a pas la grande musique et c'est la musique européenne et puis les autres musiques voilà, qui ont une dimension un peu plus populaire. Et même si on peut les rendre populaires, mais de leur montrer que c'est aussi une excellence, une beauté voilà, qui sont toutes égales. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'avais fait ce choix de choisir quelques musiques classiques arabo-andalouses d'Algérie, la musique kabyle aussi, parce qu'elle est voilà, est également très présente dans la culture algérienne. Et donc, on avait fait ces choix. Donc, en fait, moi, j'avais d'abord rencontré Rachid Brahim Djeloul, qui est le frère d'Amel, et voilà, qui est un musicien avec lequel je continue à beaucoup travailler, avec d'autres artistes algériens, Ahman Khalfa, la Darbouka, d'autres encore. Et on a commencé à travailler ensemble justement sur la recherche de ce répertoire. Avec Rachid, on a passé beaucoup de temps et Smaïl Ben Hoho, un autre artiste algérien, pour écrire justement les musiques. Voilà, parce que d'habitude, on les joue plutôt par tradition orale et les adapter avec l'orchestre pour vraiment prendre le temps de se dire cette musique-là, voilà, on peut aussi la rendre belle et la rendre très pertinente et légitime avec l'orchestre symphonique. Et après, on a fait tout un travail avec les musiciens de l'orchestre parce qu'il fallait aussi que les musiciens de l'orchestre Divertimento puissent bien s'emparer justement de cette musique-là, la jouer avec beaucoup de pertinence, comprendre aussi comment elle s'articule, comment on la phrase. Donc, on a passé beaucoup de temps à la travailler. Et donc, c'est comme ça qu'on avait fait ce choix-là des musiques entre Rachid Abrahim et moi-même. Et puis, on a invité du coup Amel, sa sœur, à faire partie de cette aventure. Et puis, pour moi, c'est important de montrer aussi que cette rencontre entre la musique française, la musique algérienne, ce n'était pas qu'une histoire dans le passé, mais qu'on pouvait aussi continuer à l'alimenter, voilà, à la créer. Et donc, voilà, j'avais invité deux jeunes compositeurs, un jeune compositeur français, Olivier Penard, et Salim Dada, également compositeur algérien. Et voilà, voilà aussi travailler ensemble pour qu'eux-mêmes puissent créer une œuvre, Olivier Penard en s'inspirant de la culture algérienne et Salim Dada en s'inspirant de la culture française. Et donc voilà, donc il y a eu un diptyque qui est né voilà, deux très belles œuvres. Et voilà, et donc comme ça, on a fait ce beau parcours, ce beau voyage, en commençant par les œuvres de Camille Saint-Saëns, les œuvres de la musique classique algérienne, les œuvres contemporaines avec deux compositeurs français et algériens. Et donc voilà, et c'est comme ça que, en fait, ça a été un des concerts les plus emblématiques voilà, en 2012. Et ça m'a conforté pour continuer voilà, à travailler cette rencontre entre les cultures au sein de mes programmes musicaux. Voilà. Justement, c'est un concert qu'on peut retrouver sur YouTube, donc votre collaboration avec Amel Brahim Djeloul, donc deux magnifiques chansons éternelles et immortelles de Idir en musique classique. Quelle a été sa réaction justement à Idir? Est-ce qu'il a, lorsque vous avez justement repris ces chansons en musique symphonique, est-ce qu'il y avait eu un échange
entre vous? Oui, alors Oui, je l'ai malheureusement pas énormément côtoyé, mais j'ai eu l'occasion en effet de le rencontrer. Je sais qu'il était très heureux, très content, très fier qu'on ait pu jouer sa oui, musique dans cette version symphonique. oui. Et voilà, et je sais qu'aujourd'hui, on nous demande souvent de la rejouer en concert. Je sais que ça fait partie des musiques qui sont énormément regardées sur le net également. Mais oui, en effet, il était très heureux de ça et j'espère peut-être, pourquoi pas, renouveler l'expérience avec d'autres Oui. chants d'Idir et pourquoi pas d'autres compositeurs aussi, kabyles et d'Algérie surtout. Pour terminer, Zahia Ziwani, nous allons essayer de vous connaître sur un plan un peu plus personnel, un peu votre côté algérien que vous avez reçu dans votre éducation enfant. Vous avez parlé de musique tout à l'heure universelle qu'écoutent vos parents, le jazz, musique andalouse, peut-être. Mais aujourd'hui, ce que vous gardez de cette éducation algérienne chez vous, euh, par exemple dans les musiques que vous écoutez, dans peut-être vos lectures, les films que vous allez peut-être choisir de regarder, et puis bien entendu la cuisine. Oui, bah, écoutez, oui, c'est vrai que pour ma part, j'ai eu cette chance de grandir voilà, en m'enrichissant cette culture algérienne, de la culture française. Donc, pour moi, ça a été une grande richesse. Et c'est vrai que bah, chez moi, même dans la façon dont j'ai aménagé ma maison, j'aime bien aussi avoir. J'ai souvent, quand je profitais, quand j'allais diriger en Algérie, pour amener aussi voilà, de l'artisanat d'Algérie, parce que pour moi, ça me fait aussi penser au pays de mes origines, à ma grand-mère. Donc voilà, donc déjà, chez moi, j'ai beaucoup d'objets d'artisanat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma fille qui a 7 ans, j'aime bien continuer évidemment à lui faire découvrir également le pays de nos origines, donc à lui faire écouter de la musique arabo-andalouse. Vous l'emmenez en Algérie? Oui, oui, j'ai déjà emmené Oui, plusieurs fois, en oui, effet. En effet, donc de lui faire écouter justement les musiques et puis un petit peu partout des différentes régions. Après, forcément, bon, bah, tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'Idir. Moi, ça reste un chanteur qui reste beaucoup voilà, dans mon cœur. Donc, j'aime bien bah, on écouter sent que vous aussi. avez une affection Voilà, particulière. voilà, Ouais. j'ai bien écouté aussi les musiques de Cherif Radem aussi. Bon voilà, après pour moi c'est pour citer ces deux principaux, mais après moi j'aime bien moi-même découvrir d'autres. Et puis mon ami Rachid Brahim Geloul aussi me fait beaucoup écouter des musiques, certaines musiques traditionnelles que je connais peu. Et donc c'est vrai que ma vie d'artiste m'a aussi permis de mieux découvrir ce beau pays qu'est l'Algérie. Et puis oui, puis évidemment la cuisine algérienne, bien évidemment. Alors bon, avec mes parents, on aime bien continuer à partager le couscous. Moi, j'aime bien faire rechta à la maison aussi. Voilà, la galette aussi algérienne, mesfouf. Enfin, voilà, il y a beaucoup les briques, bien évidemment. Ma fille, elle adore ça. Donc Oui. voilà, donc la cuisine, la culture algérienne, elle reste quand même au cœur aussi dans mon cœur à moi et puis aussi dans ma vie de tous les jours. La langue, peut-être, vous arrivez à transmettre la langue, on vous l'a transmise aussi, que ce soit l'arabe ou le kabyle, est-ce qu'on vous l'a transmis à la Oui, alors bon, maison et vous l'avez transmis à votre tour? moi, malheureusement, je ne le parle pas très bien l'arabe. Après, je le comprends. Et puis voilà, je sais que mes parents me le parlent régulièrement. Après, ouais, maintenant, oui, pour moi, c'est important. Je sais que je demande souvent à mes parents, à ma mère de parler aussi à ma fille parce que j'ai envie qu'elle continue à entendre justement les sons de cette langue. Voilà, moi, mon regret, c'est pas de savoir bien maîtriser cette langue, mais malgré tout, je la comprends quand je pars en Algérie et donc voilà, c'est important. Ben, c'est très bien. En tout cas, Zahia Ziwani, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous et avec tous ceux qui suivent le programme Diasporama. Euh, une dernière question justement en rapport avec la diaspora. Beaucoup d'Algériens du monde trouvent qu'effectivement, qu'il manque ce lien entre eux et leur pays d'origine. Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a ce manque, qu'on ne fait pas assez pour la communauté et qu'est-ce qu'on gagnerait à faire plus en dehors de, par exemple, de ce programme qui vise justement à faire connaître les Algériens du monde? Bah, écoutez, moi, ce que je constate, en tout cas aujourd'hui, c'est que les liens entre les membres de la communauté algérienne sont de plus en plus forts, en tout cas ici en France, avec même d'autres pays.
Et c'est vrai que cette attache à ce pays, à nos racines, elle reste très forte. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever, même si parfois, moi je sais qu'on m'a parfois un peu reproché en disant oui, mais vous n'êtes pas complètement algérienne parce que vous habitez en France, parce que vous vivez pas là. Bon, bah oui, je suis née à Paris, j'ai fait ce choix de continuer à vivre en France. Malgré tout, ça ne m'empêche pas d'être pleinement algérienne et d'avoir envie. Et peut-être que j'ai même beaucoup plus valorisé la culture algérienne dans le monde que parfois certains artistes en Algérie. Après, on n'est pas là dans une compétition. Ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de bons Algériens et de moins bons Algériens parce qu'on ne vit pas en Algérie. Et moi, ce que j'ai envie de peut-être de dire, c'est qu'aujourd'hui, les liens sont de plus en plus forts entre les membres de la communauté algérienne et on fait beaucoup pour aussi travailler sur ce vivre ensemble en France et ailleurs. Et que parfois, moi, c'est vrai que j'aimerais avoir des opportunités pour m'investir davantage en Algérie. Je ne les ai pas forcément eues ces dernières années. J'espère qu'à l'avenir, on arrivera à mieux construire. On ne pourra pas, je trouve que justement la diaspora algérienne partout dans le monde, elle est riche de beaucoup de grands talents dans la science, dans les arts, dans le sport, dans plein de domaines, et qu'il faut arriver à construire aussi, notre pays pourra aussi se développer et grandir avec aussi ces forces-là, et les forces qu'il y a aussi maintenant en Algérie, avec des gens qui sont de grandes compétences et qui sont en Algérie. Enfin, moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille, beaucoup de personnes que je connais, qui sont, que beaucoup d'entreprises ici ou des gens rêveraient d'avoir parce qu'ils sont de grande qualité. Je trouve qu'il faudrait qu'on arrive à continuer à garder nos traditions et en même temps inscrire l'Algérie dans un futur, voilà, dans cette belle mondialisation. Et cette belle mondialisation, justement, profitons-en parce qu'on a des Algériens partout dans le monde qui, justement, sont capables peut-être d'aider l'Algérie à se construire dans l'avenir tout en gardant aussi des racines qui sont importantes et aussi des traditions et une histoire à laquelle on est tous très attachés. Donc voilà, donc je pense qu'en effet, c'est une force sur laquelle on doit aussi s'appuyer, peut-être un petit peu plus. En tout cas, moi, je donnerai aussi beaucoup de temps et j'ai très envie, en tout cas, de contribuer à développer sur la partie culture, en tout cas, ce beau pays à l'Algérie. Merci Zehia Ziwani, chef d'orchestre, directrice de l'orchestre Divertimento. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Merci à vous tous de nous suivre sur le site web du Soir d'Algérie, sur nos pages et réseaux sociaux Diasporama. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.